Merci d'être avec nous pour cette fin de matinée du Paris-Saclay Summit, 3e édition et pas des moindres. Le programme est extrêmement riche aujourd'hui et cette année encore, jusqu'à la fin de la journée. On va aborder à présent un sujet de santé publique, l'anticipation et la réaction face aux pandémies. Depuis quelques années, nous savons tous à quel point le diagnostic précoce est essentiel face aux maladies infectieuses. Tests, détection, surveillance, ce sont eux qui conditionnent la rapidité de la réponse sanitaire. Pour nous en parler, nous accueillons Stéphanie Simon, bonjour. Bonjour. Elle est directrice de recherche au CEA, responsable du département médicaments et technologies pour la santé. Je vous laisse la parole, Stéphanie Simon. Merci de l'applaudir. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour à tous et toutes. Je suis vraiment ravie et fière de pouvoir vous présenter ce qu'on peut développer au CEA, dont le sujet vient d'être mentionné. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir anticiper et mieux réagir face aux pandémies. Et donc, on développe des tests de diagnostic, de détection qui sont essentiels pour pouvoir être mieux préparés, diagnostiqués et traités. Le contexte national, pour faire un petit retour sur ce qu'on a vécu tous il y a quelques années maintenant, un petit focus en fait sur ce qui nous est arrivé et puis comment aussi on a pu en tirer des conséquences et s'adapter. Évidemment, je fais un focus pas sur tout ce qui s'est passé, le retour d'expérience Covid, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais sur quelques points qui nous intéressent aujourd'hui dans le contexte des développements de tests rapides. Donc, il ne vous a pas échappé qu'au début de la crise, on manquait de stock stratégiques, à la fois les masques, les tests pour le diagnostic de ce virus. Donc ce que j'ai illustré ici sur les Shadok, pour les plus anciens d'entre nous qui connaissons les Shadok, quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, et c'était vraiment ça en fait pendant le début de la crise. On n'avait pas de masque et on nous expliquait que finalement c'était pas si utile que ça. On n'est pas allé jusque là sur les tests, mais on n'avait pas de tests non plus. Et ce qu'on avait, on était obligé de s'approvisionner à l'étranger, là où les tests avaient déjà été développés. Donc ça impliquait, ça impactait beaucoup sur le système de santé, puisque on était à flux tendu avec un manque de tests important. Associé à ça, on a eu des problèmes aussi, je vais vous en reparler, d'accès à des échantillons cliniques, puisque les développements de tests qu'on a pu réaliser, il faut accéder à des échantillons cliniques. Alors vous me direz, il y avait beaucoup d'échantillons cliniques à l'époque, il y avait beaucoup de malades, mais néanmoins, il y a des cadres réglementaires qui sont forts et qui font que l'accès à ces échantillons pouvait être très compliqué. Donc lourdeur administrative non phasée avec la nécessité de réactivité, c'est que pour rentrer dans ces cadres réglementaires, il y a des demandes qui doivent être faites, qui doivent être validées, et donc ça peut prendre des semaines, voire des mois, et donc ce n'était pas en phase avec les développements qu'on pouvait faire. En particulier donc, sur les tests diagnostiques, qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant cette pandémie? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, on passait vraiment essentiellement par les tests PCR. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas l'habitude de pratiquer ces tests de diagnostic rapides. Là, vous avez une illustration d'un test antigénique. Ces tests-là, à l'époque, quand on travaillait au développement de ces tests au CEA, le référentiel qu'on prenait, c'était les tests de grossesse, parce qu'ils existaient depuis des années et des années. Mais depuis qu'il y a eu la pandémie et la crise Covid, maintenant on dit, vous savez, les tests bandelettes qu'on utilisait, les tests antigéniques par exemple. Donc en effet, un manque de confiance initiale dans les tests de diagnostic rapide. Pourquoi? Parce que leur performance était remise en cause, et à juste titre. Ce sont des tests qui sont évidemment beaucoup moins sensibles et qui sont moins performants que les tests PCR, ça c'est un fait. Mais dans l'esprit global, national, et puis aussi des virologues de l'époque, c'était difficile d'accepter en fait que des tests soient pas assez sensibles ou donnent des résultats par exemple négatifs quand la personne était infectée. Néanmoins, il fallait quand même accepter, et donc ça a pris quelques mois, accepter qu'un faux négatif, c'est-à-dire une personne pouvait être malade et pourtant le résultat était rendu négatif, c'était quand même préférable à avoir plusieurs jours ou semaines de délai pour avoir un résultat d'un test PCR. Donc ce que j'ai mis, c'est qu'il fallait aussi assumer, et maintenant on l'assume un peu plus, que les tests puissent ne pas être très performants.
Et en effet, ces tests rapides servent principalement, pas que, mais beaucoup à réduire la transmission, surtout quand il y a énormément de cas et qu'on ne maîtrise pas encore complètement et qu'on n'a pas de masque les problématiques de transmission. Donc ça, c'est pour de la protection, on va dire, plutôt collective. Et il y a aussi, bien sûr, le côté diagnostic clinique. Et là, c'est vraiment pour l'individu. Donc tout ça a fait qu'en France, on a pris un retard important en fait, dans le développement, l'industrialisation et l'utilisation des tests rapides. Retard qui était sans doute plus important que d'autres pays européens qui avaient déjà compris l'intérêt de ces dispositifs et donc qu'il fallait être plus rapide dans le développement et surtout pouvoir avoir des développements français qui nous permettaient de s'affranchir autant que possible de l'approvisionnement à l'étranger pour lesquels on n'avait pas beaucoup de contrôle. Donc le retour de tout ça, c'était comment mieux se préparer à une prochaine pandémie ou à des développements de tests pour des choses qui pourraient arriver assez rapidement dans le futur. Alors le rôle du CEA dans la préparation au risque biologique, en fait, nous connaissons depuis de nombreuses années maintenant, puisque nous avons été missionnés par l'État pour être le pilote scientifique d'un programme qui s'appelle le Programme interministériel de recherche et développement pour faire face aux menaces terroristes, donc NRBCE pour nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif. Et donc ça fait de nombreuses années que nous développons des solutions. L'objectif de ce programme, c'est de développer en fait des solutions technologiques pour doter la France d'outils qui permettent de combler en fait des lacunes capacitaires qu'on pourrait avoir. Donc l'objectif pour le CEA, c'est de pouvoir mettre à profit ses compétences technologiques, en particulier en développement de tests rapides de diagnostic, et je vais vous en reparler, et aussi son réseau de partenaires cliniques et industriels. Et donc, nous avons, depuis de nombreuses années, la capacité à pouvoir faire monter en maturité des outils technologiques et de faire du transfert technologique autant que possible à des partenaires industriels. Je ne veux pas. Voilà. Alors, comment fonctionnent les tests rapides? Je ne vais pas beaucoup détailler parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Ce sont des outils, comme vous avez sans doute pratiqué, qui ont l'air très très simples comme ça. Mais finalement, il y a aussi de la technologie derrière. Et ils sont basés sur des réactifs biologiques qui s'appellent des anticorps. Et donc, ils sont basés sur la reconnaissance de la cible qu'on veut détecter. Donc, une bactérie, un virus, une protéine, enfin différentes cibles possibles. Et donc, nous avons l'expertise au CEA pour le développement de ces outils qui sont utilisés donc, comme des hameçons. Je ne peux pas, vous les voyez là, des hameçons, comme des hameçons pour pouvoir accrocher la cible. L'objectif étant que le test rapide, comme son nom l'indique, c'est un test rapide, donc il faut vraiment que les anticorps soient très efficaces pour s'accrocher à leur cible de façon très rapide et avec une très bonne affinité, et donc qu'ils soient aussi très spécifiques et qu'ils ne reconnaissent pas n'importe quoi d'autre. Alors je vais me retourner pour vous montrer. Du coup, la cible est prise en sandwich entre deux anticorps. Donc il y a un anticorps qui est immobilisé sur une surface solide, et puis de l'autre côté, l'anticorps se fixe à la cible et est marqué par quelque chose qui est représenté ici par une ampoule et qui permet en fait de visualiser en fait ce qu'on accroche. Donc si la cible, ça vous connaissez ça par cœur, j'imagine, si la cible est présente dans l'échantillon, donc deux lignes apparaissent et à ce moment-là le test est positif. En revanche, si la cible n'est pas présente, une seule ligne apparaît et le test est négatif. Et donc cette ligne, on l'appelle la ligne contrôle, c'est juste pour attester que le test s'est bien déroulé. Par contre, la ligne qui donne la spécificité et dire la cible est présente, c'est la première ligne qui est ici. Donc, comment on développe les tests au CEA, comment on les transfère et en quoi, comment l'ensemble fait que ça devient un succès à la fois en développement mais aussi en commercialisation. Donc, en fait, notre expertise, elle est basée, enfin, disons, les trois piliers, c'est trois expertises qui sont complètement complémentaires. Donc, vous avez de ce côté-là l'expert technologique, donc c'est nous, le CEA. On a l'expert clinique et l'expert industriel. Donc, l'expert clinique, l'expert scientifique,
scientifique, c'est lui finalement qui nous apporte le sujet, la problématique, parce que la plupart du temps, on ne connaît pas en fait initialement le domaine dans lequel on va travailler. Et donc, c'est l'expert clinique qui va amener donc le besoin clinique, qui va nous dire ce sur quoi travailler pour développer nos anticorps, qui amène la connaissance scientifique du sujet. Et puis, la plupart du temps, c'est lui, pas toujours, mais lui qui a les échantillons cliniques pour faire les validations cliniques de nos tests. De notre côté, on développe les réactifs biologiques, donc les anticorps dont je vous ai parlé. On développe les tests dans un premier format qu'on appelle un format recherche, qui est loin du format industriel. Et puis ensuite, on va s'occuper de la validation qu'on appelle analytique, c'est-à-dire il faut être sûr qu'on a quelque chose qui ne donne pas des faux positifs ou des faux négatifs. Et puis à la fin, on a l'expert industriel. Et donc, oh là là, décidément. Voilà, l'expert industriel, donc lui va faire le prototype des tests, va accompagner aussi la validation clinique ou va la réaliser avec d'autres partenaires si le partenaire clinique n'a pas assez d'échantillons, va s'occuper de l'industrialisation, du marquage qu'on appelle CE, c'est un marquage qui nous permet, donc réglementaire, qui nous permet ensuite de commercialiser les tests pour l'utilisation, pour du diagnostic, donc pour la décision médicale derrière. Sans ce marquage CE, on ne peut pas utiliser les tests. Et puis, il va s'occuper de la commercialisation et de la distribution. Donc là, ce que je voulais juste vous indiquer, c'est que cette articulation à trois ne fonctionne que si on a une confiance réciproque entre les différents partenaires, que si on est assez proche dans l'interaction, parce que parfois c'est un phénomène qui est itératif, ça ne se fait pas en une seule fois, il peut y avoir des allers-retours pour améliorer les tests ou faire des améliorations. Et puis l'important aussi, c'est de comprendre les enjeux et les contraintes de chacun. Nous, on a notre vision de technologue ou de scientifique, on ne comprend pas forcément quels sont les enjeux du partenaire industriel, par exemple, donc c'est vraiment important. Et donc, il y a aussi les utilisateurs finaux en bout de ligne pour lesquels il faut répondre à un besoin et pas être à côté de la plaque, je dirais. Alors, je vais vous donner quelques exemples de réussite et puis aussi un exemple qui a été une forme d'échec, mais qui nous a permis de mieux rebondir ensuite. En 2000, donc ici, je vais vous parler de la résistance aux antibiotiques et d'outils de tests rapides qu'on a développés pour détecter la résistance aux antibiotiques des bactéries. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir donner le bon traitement à la bonne personne et au bon moment. Et donc la résistance aux antibiotiques, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est un fléau mondial. Hein, ça a provoqué 700 000 morts en 2018. Et donc les projections sont assez inquiétantes puisqu'on estime 700 000 morts dans le monde. Hein, on estime que dans le monde, en 2050, il pourrait y avoir 10 millions de morts liées à la résistance aux antibiotiques. On se retrouve à une ère qui est avant antibiotiques parce que les antibiotiques qu'on a à disposition ne sont plus efficaces, pas pour toutes les souches bien sûr, mais certaines souches sont vraiment particulièrement résistantes. Donc en 2015, Thierry Nass, qui était le responsable du Centre national de référence à la résistance aux antibiotiques, nous a contactés pour nous expliquer qu'il avait besoin d'avoir des petits outils rapides à l'hôpital pour pouvoir isoler les patients qui étaient contaminés et pour pas qu'il y ait de transmission à l'hôpital, pour les traiter bien sûr aussi et pour voir à quel type d'antibiotiques ils étaient résistants. Donc on a, nous, CEA, développé les anticorps monoclonaux et les tests associés en 2016. Ça a fait l'objet de la thèse d'Hervé Boutal qui est indiquée ici, qui était dirigée par Hervé Voland. Et ensuite, nous avons transféré à notre partenaire industriel, donc c'était le début de la collaboration avec NG Biotech, nous avons transféré les tests à NG Biotech qui a pu, en disons un an à 2 ans, les mettre sur le marché avec les autorisations réglementaires marquage CE dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les tests sont maintenant vendus dans à peu près 81 pays dans le monde, donc c'est une vraie success story comme je l'indique ici, et ça nous a permis aussi de faire un laboratoire commun avec la société pour pouvoir faciliter l'interaction dont je vous parlais tout à l'heure et les allers-retours sur les développements des tests. Un autre exemple en fait, de choses qu'on a pu développer et qui fonctionnent bien, c'est dans le domaine des maladies infectieuses émergentes. Et là, je vous ai pris l'exemple de Ebola. Donc, c'est un virus que vous connaissez sans doute, de fièvre hémorragique. Le virus est à manipuler en laboratoire de très haute sécurité, niveau 4. Il y a 4 niveaux, donc c'est le niveau maximal de sécurité pour les laboratoires de biologie. Heureusement, grâce au programme dont je vous ai parlé tout à l'heure de préparation aux menaces contre
les menaces donc, biologiques terroristes. Nous avions déjà développé en 2013 des anticorps. Et donc, grâce à ça, les tests ont été prêts et ont pu assez rapidement, en quelques mois, ça c'était un peu le workflow. Donc vous voyez, en août 2014, les anticorps étaient prêts. On a pu commencer le développement industriel quelques mois après et donc faire l'évaluation analytique sur les échantillons en P4. Et là, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est que les échantillons cliniques, on ne les a pas forcément en accès simple et ou en niveau de manipulation simple. En l'occurrence ici, il fallait être dans un laboratoire de haute sécurité, d'où la collaboration avec le laboratoire P4 de Lyon. Et donc, on a pu ainsi développer, donc ça c'est illustratif, hein, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet, voilà le type de manipulation en laboratoire de niveau 4, et voilà le type d'exemple de ce qu'on peut faire dans l'évaluation de nos tests. Et donc, on a pu assez rapidement, comme ça, pouvoir mettre sur le marché les tests pour le diagnostic d'une infection à Ebola. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir les délais, parce que vous voyez que en fait, tout était prêt, on va dire, et une évaluation sur le terrain, donc en Guinée, avait été réalisée vers avril-août 2015. Et après, il faut quand même un certain temps pour le marquage CE dont je vous parlais, pour une utilisation réelle pour du diagnostic clinique. Alors un demi-échec, oui, parce qu'évidemment, ça aurait été trop facile de vous montrer que ce qui marche. Parfois, ça ne fonctionne pas, et je vais vous expliquer aussi pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc évidemment, au début de la crise, je vous en ai un peu parlé au début de la crise Covid, on a voulu se mobiliser comme beaucoup de laboratoires ou de gens en France pour aider. Voilà, et donc on avait décidé de déposer avec toujours les mêmes partenaires, NG Biotech et Thierry Nas, des tests, enfin des demandes de financement pour développer 2 types de tests, sérologiques et antigéniques, avec pour objectif en fait de créer une filière française en fait d'approvisionnement en réactifs biologiques pour les tests Covid, et donc de créer une filière française de tests Covid. Les projets, on était tous dans l'urgence, donc les projets ont été écrits très rapidement, en quelques jours. Et là, c'était vraiment, comme vous voyez, en mars 2020, au début de la crise. Les projets ont été acceptés aussi très rapidement par l'agence de financement qui était l'agence Innovation Défense. Mais malheureusement, ça nous a pris ensuite plusieurs mois pour le développement. On a eu différents écueils, différents problèmes. Et de toute façon, le temps de développement d'anticorps, c'est plusieurs mois à 1 an. Donc évidemment, tout ça a pris beaucoup de temps et nous étions prêts en fait à la fin de la crise. Heureusement, NG Biotech n'avait pas attendu qu'on développe des réactifs pour développer des tests. Donc ils avaient en parallèle de ça développer des tests, mais avec des approvisionnements à l'étranger pour être dans la course avec tous les autres. L'accès aux échantillons cliniques, je vous en ai un peu parlé, a été très compliqué, le cadre réglementaire dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, le déconfinement a été extrêmement compliqué aussi, puisque on a été dans une période qui était un peu protégée. On était une dizaine, 10-15 au laboratoire à travailler sur site pour le développement des tests. Mais une fois que le déconfinement est arrivé, tous les autres projets ont repris, tout ce qui avait été mis en pause a repris. Et donc là, on a été vraiment dans le dur pour pouvoir continuer les projets Covid en même temps que la reprise des autres projets. Alors, je peux quand même dire que ça a été une aventure humaine incroyable. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux en termes de team building. Bon, en général, on essaie de trouver des trucs qui sont un peu plus amusants à faire que de faire des choses comme ça, être 12 heures par jour sur site pour travailler. Mais néanmoins, il y avait quand même une cohésion et une force qui a été incroyable dans ces développements. Et puis ensuite, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on a quand même certains réactifs qui sont prêts pour la prochaine crise. Si prochaine crise il y a, on ne le souhaite pas, hein, mais en tout cas, on est prêt. Et puis ensuite, on a fait un retour d'expérience de ça pour se dire comment on peut mieux repartir, parce qu'on est tenace. Et donc, on a fait un retour d'expérience. Évidemment, les conclusions étaient assez évidentes. Hein. Il fallait être mieux préparé pour les futures crises, si prochaine crise il y a. Être capable de mieux se préparer en intercrise, puisqu'on a vu que pendant la crise, en fait, c'est pas possible d'être le temps de la temporalité de développement des tests, des réactifs, etc., est complètement décalé par rapport à la temporalité de l'épidémie ou de la pandémie. Il fallait être capable de développer plus rapidement donc, les réactifs biologiques et aussi pouvoir accéder aux échantillons biologiques. Alors, on a un partenariat, comme je vous l'ai expliqué, très vertueux entre NG Biotech, la PHP et nous depuis de nombreuses années. Je vous ai donné l'exemple de l'antibiorésistance. Et puis, le CEA est un acteur majeur pour le développement de tests de diagnostic. Je vous en ai un peu parlé, détection de menaces biologiques. Et en particulier, on a des banques d'anticorps qui sont prêts contre différentes bactéries ou virus.
Donc on a demandé un financement dans le cadre de France 2030 à ce qu'on appelle la stratégie d'accélération pour les maladies infectieuses émergentes et les menaces NRBC. Et donc l'objectif de ce projet, c'était la mise en place d'une filière de diagnostic rapide de maladies infectieuses émergentes. Et donc on a capitalisé en fait sur les anticorps qu'on avait déjà développés, une partie. Ce qui était important aussi, c'était de mettre en place des réseaux collaboratifs internationaux, puisqu'il y a des échantillons. Bon, le Covid, on a eu des échantillons en France, on a eu du mal à y accéder, mais si les échantillons sont à l'étranger et parfois dans les pays qui ne sont pas forcément faciles d'accès, il faut pouvoir aussi avoir accès à ces échantillons dans ces endroits-là pour pouvoir valider les tests, constituer des biobanques pour les validations cliniques et puis après constituer des stocks de réactifs critiques pour être prêt à lancer juste l'industrialisation au moment où on en a besoin. On travaille aussi évidemment sur des approches plus de développement technologique pour produire de façon accélérée les anticorps ou augmenter les performances des tests. Deux exemples, si j'ai encore un peu de temps pour vous illustrer ça. Donc, dans le cadre de ce projet, on avait des anticorps qui étaient disponibles contre le virus monkeypox, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est un virus cousin de la variole. C'est un virus qui circule de façon endémique en République démocratique du Congo. On a vécu une épidémie, vous en avez peut-être entendu parler, il y avait à peu près 20 000 cas en Europe en 2022. Les anticorps avaient été développés dans le cadre du programme dont je vous ai déjà parlé. Et donc, nous avons pu assez rapidement, à partir du démarrage du projet Diagrammy qui était autour de 2022, développer les tests avec NG Biotech et puis faire la validation clinique en République démocratique du Congo avec des partenaires qui ont l'habitude de faire des validations cliniques, donc l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et l'INRB à Kinshasa. Donc les tests étaient disponibles, n'étaient pas encore marqués CE, le marquage dont je vous ai parlé, mais néanmoins, ils étaient disponibles en format d'utilisation pour de la recherche. Et ils ont été évalués par des équipes qu'on ne connaissait pas, notamment en Ouganda et en République démocratique du Congo. Et donc les conclusions de l'étude montrent que les tests présentent des limitations en termes de performance, de fortes limitations, mais que néanmoins, ça peut être des tests qui peuvent être utiles pour le triage, l'isolement des patients quand il y a une charge virale importante, pour éviter la transmission, et dans un contexte de prévalence importante et des conditions de terrain difficiles. C'est vraiment des petits objets qui sont très très faciles à transporter, à utiliser. Le deuxième exemple, je vais vous parler de Candida auris. Donc c'est une souche de champignon en fait qui a été isolée pour la première fois en 2009. Donc l'émergence de ce champignon est probablement liée au réchauffement climatique. Il arrive à survivre à des températures assez élevées, à 42 degrés, ce qui est compatible avec les températures humaines. Il est multirésistant, donc il résiste à beaucoup d'antifongiques. Il y a une mortalité élevée en fait sur les formes invasives, donc notamment à l'hôpital, 40% de mortalité. Et donc c'est un pathogène qui a été classé à haut risque par l'Organisation mondiale de la santé. Et vous voyez en fait les courbes où on voit le nombre de cas qui augmente de façon exponentielle. Ici, c'est aux États-Unis. Et vous voyez en France, évidemment, dans une moindre mesure, mais on voit ce même type d'évolution. Donc il n'y a pas de test rapide encore commercialisé. Et donc nous avons développé les anticorps et les tests avec NG Biotech, donc avec d'excellentes performances. Le test est actuellement utilisé en format recherche seulement. La validation clinique est en cours et on a eu une information hier que la FDA, donc la Food and Drug Administration, l'a mis en fait en priorité pour des évaluations rapides pour une mise sur le marché qu'on espère rapidement aux États-Unis. Voilà, les conclusions, donc je vais vous répéter un peu ce que je vous ai déjà dit. Donc la préparation, c'est quelque chose qui est seulement possible en intercrise. Pendant la crise, c'est pas possible, le timing n'est pas le même, je vous en ai parlé. Les temps de développement de tests et des stocks de réactifs souverains ne sont pas compatibles, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec une temporalité épidémique. Il est important de pouvoir avoir le bon test au bon moment pour le bon usage, et donc il y a l'avant-Covid et l'après-Covid. Maintenant, on accepte d'utiliser des outils qui ne sont pas parfaits, mais qui aident. L'autotest, je pense, est rentré dans nos pratiques quotidiennes. J'enfonce une porte ouverte. Et les enjeux que nous avons pour le futur, c'est améliorer les performances de nos tests, parce qu'ils s'ouvrent quand même de problèmes, de limites de sensibilité, notamment. Accélérer leur développement et leur mise sur le marché. Pouvoir détecter plusieurs cibles sur un seul petit dispositif. Et puis l'intégration, l'intelligence artificielle, ou au moins du numérique, pour aider à l'interprétation des résultats. Et il ne veut pas aller à la fin, mais c'est la fin.
Juste pour vous dire que je voulais remercier en fait tous les collaborateurs et les collaboratrices et nos partenaires, parce qu'il y a quelques noms qui ont été cités, mais bien sûr, il y a énormément de personnes qui travaillent pour ces développements. Et merci à nos financeurs. Et je vous remercie pour votre attention. Et merci à vous, Stéphanie Simon, pour cette belle présentation. Je suis sûre qu'il va y avoir des questions dans la salle. C'était vraiment très intéressant. Alors, je vous en prie, si vous avez des questions, levez la main et on va vous faire passer un petit micro. Stéphanie Simon est encore avec nous quelques minutes pour vous répondre, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions? Ici, là-haut, il y a un monsieur. Est-ce qu'on peut lui apporter un micro, s'il vous plaît? C'est à vous, monsieur. Merci pour cette présentation énergique. J'espère qu'il vous reste de la salive pour répondre aux questions. J'ai bu un peu. Le réchauffement climatique, est-ce que ça va libérer des souches qui sont oubliées depuis longtemps, ou qu'on n'a jamais connues d'ailleurs, ou pas? Est-ce que vous avez étudié là-dessus? Alors, ce n'est pas exactement mon domaine de spécialité, hein, mais ce que je peux vous dire et de ce que je peux lire ou entendre ou discuter avec des collègues, c'est déjà le cas. Hein. Je vous ai parlé de Candida auris, qui était une souche qui était très peu présente il y a quelques années. Il y a aussi des souches qui sont transmises par des vecteurs type moustique ou autres. On voit bien que pour ce qui est de, par exemple, chikungunya, dengue ou Zika, c'était des virus qui circulaient ailleurs qu'en France. Et maintenant, avec le moustique tigre en particulier, on a des cas qui sont autochtones maintenant en France depuis plusieurs années. Absolument, c'est lié au réchauffement climatique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main qui se lève. Oui. Est-ce qu'on peut apporter un micro à la dame à l'avant de la salle, s'il vous plaît? Ça arrive. On vous écoute. Je voulais savoir s'il y avait d'autres perspectives que le diagnostic dans vos travaux. Alors oui, c'est vrai que c'est un aspect que je n'ai pas abordé, mais on développe aussi toujours en utilisant les anticorps pour des approches de contre-mesures médicales, en fait, thérapeutiques. Merci. Il y a une autre question, oui? Par ici, oui. Bonjour. On sait que le SARS-CoV-2 vient de la ville de Wuhan, principalement en Chine. La plupart des gens l'ignorent, mais que le SARS-CoV-1 a fait aussi des dégâts et venait aussi de Wuhan, même si on en a très peu parlé en France. Mais personnellement, je sais qu'il a fait des dégâts en France. Est-ce qu'il y a des zones qu'on surveille plus particulièrement pour ce genre de nouvelles pathologies, des pathologies émergentes, où on ne sait pas trop où ça va arriver avant? Alors, encore une fois, ce n'est pas tout à fait mon domaine de spécialité. De ce que je sais, en fait, il y a en effet peut-être des endroits ou en tout cas des foyers qui sont surveillés davantage par des organisations comme l'OMS, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Une question en haut. Je vois un monsieur qui lève la main au presque dernier rang. Si vous pouvez lui faire passer un petit micro, merci. Bonjour, merci. Je reviens sur la première question. La fonte des glaces, surtout dans le nord de la Russie, vous effraie-t-elle? Alors, je ne suis pas spécifiquement effrayée. C'est un domaine, encore une fois, que je ne connais pas très bien. C'est vrai qu'on dit que la fonte des glaces peut libérer certains virus. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'indépendamment de la fonte des glaces, on a quand même des virus et des inquiétudes sur certaines choses qui circulent. On parle beaucoup de la grippe aviaire, par exemple, en ce moment, de recombinaisons possibles. Donc, ce n'est pas que lié à la fonte des glaces, c'est aussi la circulation en fait, entre les animaux et les humains de virus qui existent actuellement, de virus qui pourraient aussi muter, recombiner. Voilà, il y a plusieurs sources possibles de possibilités sans que ce soit des inquiétudes ou de possibilités d'émergence de nouveaux pathogènes ou de pathogènes qui ont dérivé de pathogènes initiaux. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement? Oui, au centre, il y a une dame. Si on peut faire passer un micro, s'il vous plaît. Ce sera la dernière question. Allez-y. Bonjour, vous en avez parlé un petit peu à la fin dans les perspectives, mais est-ce que vous intégrez déjà un peu de l'IA dans vos diagnostics, dans vos recherches de diagnostics, et si oui, un peu de quelle manière? Alors pour l'instant pas encore, ça fait partie des choses qu'on souhaiterait développer, notamment si on a des dispositifs qui ont multi-cibles en fait, qui permettraient en fait de pouvoir intégrer ça de façon analytique un peu plus facile que de la lecture à l'œil. Alors ça ira peut-être pas forcément jusqu'à de l'IA, ça peut être aussi
juste de l'analyse voilà, d'images et puis du rendu de résultats positifs, négatifs. Un autre point aussi qui est important, c'est le côté quantitatif. C'est que pour l'instant, ce qui est assez simple avec ces outils-là, c'est qu'on peut dire oui, non quand c'est un pathogène. Il est présent, il est absent. Mais on a aussi des enjeux sur pouvoir détecter des molécules qui sont, que notre corps contient, qui sont augmentées par exemple dans des conditions pathologiques. Et là, on veut voir des différences de seuil, si c'est multiplié par 3, par 2,5, etc. Et tout ça, c'est des choses qu'on pourra intégrer aussi sur les analyses en IA ou autres outils qui pourraient nous permettre d'analyser tout ça. Merci Stéphanie Simon, c'était très beaucoup. intéressant. Merci à vous dans la salle. Pour votre attention, on va faire une petite pause dans cette salle. Je vous propose de nous retrouver finalement à 14h pour aborder des pistes thérapeutiques très innovantes en psychiatrie et plus particulièrement dans la dépression. À tout à l'heure, rendez-vous à 14h.